Sud FM, il est midi. Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. Il est 12h à la une de l'actualité de Sud Midi. Covid-19, 4 nouveaux décès, 157 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, 93 cas communautaires, dont les 37 à Dakar. C'est dans ce contexte que le chef de l'État décide de la fin de la catastrophe sanitaire ce 19 mars, décision incompréhensible pour de nombreux experts. Le président Macky Sall n'a pas convoqué la science. Il lève les restrictions sans tenir compte des données épidémiologiques pour calmer les troubles. Mais la mesure est prématurée. On devrait plutôt craindre et préparer une troisième vague après les nombreux rassemblements. Averti Dr Papanda Rignon, docteur vétérinaire, expert en stratégie et management. Il sera notre invité. Même constat du docteur Mohamed Ly, docteur en santé publique, membre de la coalition des organisations pour la santé et l'action sociale. Vous l'entendrez, les acteurs culturels, eux, approuvent et espèrent une reprise très rapide de leurs activités après des pertes de plus de 24 milliards. Pas de marche aujourd'hui du mouvement pour la défense de la démocratie M2D ce samedi après intervention du Khalife général des Mourides en lieu et place. Un mémorandum de 10 points examiné et analysé dans ce 12 heures par l'enseignant-chercheur en sciences politiques Dr Maurice Soudjek John. Des citoyens donnent également leur avis. Bonjour à tous, bienvenue à l'Une. Badara Sosé assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec la pandémie du coronavirus. 4 nouveaux décès liés au Covid-19 enregistrés au Sénégal ces dernières 24 heures et 157 nouvelles contaminations, dont 93 issues de la transmission communautaire. La région de Dakar demeure l'épicentre. 20 cas enregistrés à Saint-Louis. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, fait le point. Sur 1702 tests réalisés, 157 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,22%. Nous avons eu 64 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 93 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 37 cas, dont 4 à Rufisque, 3 à Liberté 6, 2 à Grand Dakar, Mermoz, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Cité Impôts et Domaines, Cambérène, Keur Massar et Thiaroye Azur. 1 à la Médina, à Dakar Plateau, Fanok, Liberté 5, Yoff, Grand Médine, Diamniadio, Guédiawaye, Petit Mbao, Sicap Mbao, Keur Mbaye Fall, Sangalkam, Yeumbeul et Ben Barak. Dans les autres régions, nous avons 56 cas, dont 20 à Saint-Louis, 10 à Thiès, 3 à Bambey, Kédougou et Louga, 2 à Kaolack, Kolda et Tamba, 1 à Diankhemaha, Diofior, Fatick, Matam, Mbour, Richard Toll, Sakal, Thiadiaye, Mbacké, Vélingara et Ziguinchor. 256 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce vendredi 12 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable. À ce jour, 36 726 cas ont été déclarés positifs, dont 32 233 guéris, 955 décédés et donc 3 537 patients sous traitement. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, faisait le point quotidien concernant la campagne de vaccination contre le Covid-19. 107 346 personnes ont déjà été vaccinées sur l'étendue du territoire. Et le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a annoncé la fin de la catastrophe sanitaire dès ce 19 mars, alors que la pandémie poursuit sa progression. Le docteur vétérinaire expert en stratégie et management estime qu'il existe des paramètres socio-culturels que l'État n'avait pas intégrés initialement dans le processus de prise de décision concernant les nombreuses restrictions. Mais le docteur Papanda Rignon estime que la décision du chef de l'État de décréter la fin de la situation de catastrophe sanitaire est une décision prématurée. Il estime que les autorités devraient plutôt craindre et même préparer une troisième vague à cause des nombreuses manifestations enregistrées ces derniers jours. Docteur Papanda Rignon avec Birama Ndiaye. Je crois que pour une fois depuis le début de la pandémie,
Le président Macky Sall n'a pas convoqué la science. Il a pris le contre-pied du comité scientifique pour répondre à une demande sociale qui était de mettre un terme immédiat aux restrictions liées au couvre-feu. Je crois qu'il a pris cette décision quasiment seul au regard de la situation de chaos que traversait le pays ces derniers jours avec les manifestations que nous avons vécues. Je m'incline d'ailleurs pieusement devant la mémoire de nos disparus. Pour revenir sur la décision de réviser l'heure du couvre-feu, je crois qu'il a vu juste et ce sont ces paramètres socioculturels que l'État n'avait pas intégrés initialement dans le processus de prise de décision. Nous avions alerté à un moment donné, mais mieux vaut tard que jamais. Par contre, décréter la fin de la situation de catastrophe sanitaire est prématuré, car les données épidémiologiques ne présagent pas d'une tendance baissière soutenue des contaminations ces prochains jours. Il faut même craindre une troisième vague dans les 15 prochains jours, comme conséquence éventuelle des manifestations tout azimut dans le pays. Au regard de ce risque, nous devrions continuer à respecter les mesures barrières et accélérer le processus de vaccination des populations avant que le chef de l'État ne décrète objectivement la fin de la situation de catastrophe sanitaire. L'activité économique doit reprendre et va reprendre. Je suis parfaitement en phase avec le professeur Bamba Kane, physiologiste, mais avec une vigilance maintenue. La campagne se déroule à un rythme convenable à mon avis, en dépit des dérives notées par moment. Je mets ces actes dans la volonté des pouvoirs publics de bien sensibiliser. Restons positifs et rectifions vite ces erreurs de casting. Le programme de vaccination doit s'adresser aux cibles prioritaires, les personnes de plus de 65 ans, les personnes à comorbidité, le personnel médical et paramédical. Et j'insiste une fois de plus sur l'impérieuse nécessité d'y intégrer très rapidement les vétérinaires, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens, au risque de développer le syndrome des comorbidités induites. Docteur Pape Ndarignan, notre invité tout à l'heure après la page sport. Cette mesure décidée par le chef de l'État de lever donc les restrictions avec la fin de l'état d'urgence sanitaire répond plus à des préoccupations politiques qu'à des préoccupations scientifiques. Le gouvernement devrait maintenir l'état de catastrophe sanitaire face à l'augmentation du nombre de décès et le nombre cas contacts donc enregistrés. Le docteur Mohamed Ly, docteur en santé publique, craint même l'apparition de nouveaux mutants. Docteur Mohamed Ly est membre de la coalition des organisations pour la santé et l'action sociale. On l'écoute avec Adam John. La mesure m'a l'air quand même assez précipitée et de communication du gouvernement sur les résultats qui suffit sanitaire. Bon, ce qu'on a vu par contre, c'est que très fort du chef de l'État de décrisper l'atmosphère sociopolitique. Ça relève plus d'un désir de décrispation de l'atmosphère sociopolitique que sur des indicateurs sanitaires qui auraient évolué favorablement. Car même si ces derniers jours quand même, on observe une tendance à la baisse du nombre de cas, on remarque que le nombre de décès et le nombre de cas graves restent quand même globalement stationnaires. Donc, cette levée risque de favoriser une démultiplication des contacts dans un contexte de sous-dépistage. Donc, on ne teste pas assez et la majorité de nos concitoyens donc ne respectent pas rigoureusement les mesures barrières. Donc ça risque de favoriser une explosion de cas et on ne peut pas compter sur la vaccination à court terme du moment que les effets de la vaccination mettent des mois à se manifester. Il y a toujours risque aussi d'apparition de nouveaux mutants qui vont être résistants donc à ces nouveaux vaccins comme cela s'est passé en Afrique du Sud, quoi. Donc tout ça pour dire en résumé que la mesure n'a pas l'air d'avoir été scientifiquement fondée, mais relève plutôt de préoccupations politiques, pour ne pas dire politiciennes. Réaction recueillie par Adam John, allègement des restrictions. Les acteurs de la musique, eux, approuvent. Ils espèrent reprendre rapidement les activités après avoir subi des pertes énormes. Le manque à gagner d'ailleurs estimé à quelques 24 milliards de francs CFA. Ils n'ont pas encore reçu une notification de la tutelle pour la reprise des activités, mais ils se préparent déjà. L'Association des métiers de la musique affirme que la subvention de l'État est une subvention dérisoire. Seule la reprise des activités peut permettre de soutenir le secteur. Le président de l'Association des métiers de la musique, Daniel Gomez, réagit au micro de Babacar Sam. Nous n'avons pas reçu de notification. Nous avons vu, par exemple, que le ministère des Sports est monté au créneau pour dire que les activités reprennent. Nous attendons la même démarche de la part de notre ministère, sinon du ministère de l'Intérieur. Ça fait quand même 1 an qu'on n'a pas travaillé, mais nous tenons quand même à préciser qu'il faudrait que la notification soit vraiment très claire, parce que on oublie que
Même quand, avant le couvre-feu, nous étions en arrêt de travail complet. Nous sommes toujours sous un arrêté qui nous dit que nous devons éviter les attroupements et les rassemblements. Donc, effectivement, nous pensons que ça tombe sur le sens que dès l'instant où toute restriction sanitaire est levée et que le couvre-feu est levé, qu'on pourrait pouvoir travailler. Et là encore, même sur le couvre-feu tel qu'il a été énoncé, de minuit à 5 heures du matin, s'il y a des personnes que ça prend à la gorge, c'est ceux qui travaillent de nuit comme nous, pour la plupart. Père de famille, une mère de famille qui reste quand même 1 an sans travail, je sais pas si vous voyez ce que ça fait, sans travail et sans réelle compensation par rapport à ce qui s'est fait. Rien que dans le domaine de la musique, on avait estimé à 6 milliards pour les premiers trimestres, ce dont on accusait comme perte pour des gens, en tout cas pour le secteur où les gens ont été identifiés. Et nous avions prévenu que si ça continuait jusqu'à la fin de l'année, rien que pour la musique, les pertes allaient avoisiner environ 24 milliards. Et que pour le secteur de la culture dans son ensemble, il nous était loisible de pouvoir estimer les pertes à plus de 100 milliards. Alors vous imaginez un peu notre déconvenu quand on nous dit, bon voilà, on vous a aidé au total à hauteur de 5 milliards 500 millions pour tout le secteur de la culture quand c'est estimé à 100 milliards. Donc il va de soi que, voilà, comme je le dis souvent, c'est vraiment un tout petit pansement sur une grosse plaie et qui a fortement affaibli le secteur de la musique et en général le secteur de la culture. Nous avions proposé un protocole sanitaire pour expliquer que nous, notre secteur, là où on travaille, notre sécurité est plus garantie que dans un marché ou dans les transports en public, où la distanciation sociale peut être respectée. Les propos recueillis par Babacar Samb, remis au Khalife général des Mourides d'un mémorandum de 10 points par le Mouvement pour la défense de la démocratie, le M2D, qui a finalement décidé de reporter la manifestation pacifique initialement convoquée ce samedi. Le M2D a donc 10 exigences pour l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Dr Maurice Soudieck-John. Ce mémorandum va permettre la protection et la préservation de la démocratie. C'est également l'occasion pour l'opposition de reprendre l'initiative politique. Dr Maurice Soudieck-John réagit au téléphone de Hapseil Manouane. Oui, je crois qu'il faut d'abord souligner qu'il y a une dimension stratégique. La première d'abord, c'est l'objet qui est visé, le mouvement pour la défense de la démocratie, parce que la démocratie, c'est un patrimoine commun pour tous les Sénégalais. Et c'est un patrimoine qu'il faut impérativement défendre. Autre chose également, c'est que l'opposition cherche à reprendre l'initiative politique et non plus à subir l'agenda des tenants du pouvoir. Autre chose également à préciser par rapport à cette dimension stratégique, c'est que cela consiste à porter la barre très haut, c'est-à-dire demander beaucoup plus que ce que l'on veut ou ce que l'on peut obtenir afin de réaliser ses visées. Donc voilà ces 3 dimensions stratégiques. Je crois qu'il y a une nécessité de poursuivre la désescalade et de ramener la paix et la stabilité. Pour cela, je crois que les questions d'ordre électoral sont importantes. Le respect du calendrier républicain, qui est un impératif catégorique dans une démocratie. Il y a aussi la libération des détenus, surtout ceux qui sont arbitrairement détenus, c'est-à-dire ceux qui sont victimes d'arrestations préventives sans que leur incarcération ne puisse s'inscrire dans la continuité de la répression de faits réels, précis et circonstanciés tendus vers la réalisation d'une infraction. Je crois que c'est un combat qui englobe, pour dépasser les questions purement électorales, voire électoralistes, comme son nom l'indique, mouvement pour la défense de la démocratie. Ce dont il est question, c'est de rétablir, de restaurer, de préserver les fondamentaux de l'état de droit, mais aussi le respect du calendrier républicain et de revenir à une démocratie où on a une réelle opposition dont les droits sont respectés et où les opposants ne sont pas persécutés, parce que c'est cela qui fait la vitalité d'une démocratie et cela qui permet également au peuple de pouvoir s'exprimer, sublimer éventuellement sa colère. Cela permet d'éviter les malheureux événements qu'on a connus ces derniers temps.
Docteur Maurice Soudieck-Dione avec Hapsa Elimane Wane au moment où des Sénégalais se prononcent sur ce mémorandum de 10 points remis par le M2D au khalife général des Mourides qui a demandé la suspension de la manifestation pacifique prévue ce samedi à Dakar. La majorité des Rufisquois en phase avec le mouvement. Donc pour obtenir gain de cause, le chef de l'État a invité à répondre de manière favorable à cette demande du mouvement pour un retour à la paix. Denisia Sambou a recueilli quelques réactions. La libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers, le premier point de ce mémorandum, Ismaël Diop dit être en phase avec le M2D. Pas accepter que les gens les arrêtent comme ça, parce que à ce même moment-là, il y a des gens qui sont dans le gouvernement, qui ont fait le pur, et ils sont là, tout le monde les voit chaque jour. Donc l'État doit libérer ces détenus-là. 10 points qui ont trait à la démocratie, la bonne gouvernance et à la politique. Alioune Ndiaye estime qu'il sera difficile pour le mouvement d'obtenir satisfaction sur toutes ces revendications, mais la période est favorable. D'habitude, c'est le président Macky Sall qui tenait le haut du pavé, qui impulsait la direction dans laquelle l'opposition et la société marchaient, mais avec ces événements, on sent que les choses ont un peu tourné. Le M2D, se sent un peu en position de force, suffisant donc pour lui, de réclamer à travers un mémorandum des points forts qui, à mon avis, seront difficilement réalisables du côté du président de la République. Mais n'oublions pas, c'est le président lui-même qui s'est pris une balle à la jambe en disant que dans son adresse du 31 décembre, que certains dossiers, c'est lui qui avait mis son coup parce que ça pouvait faire éclater le pays. Donc c'est l'heure des compromis. Donc il devra faire avec tact. Donc toutes les satisfaire, moi je sais pas, mais en tout cas de cause, la balle est dans le camp du président et c'est à lui de décider, de toute façon. Pour Khady Diamé, le président doit aussi sauver l'Asie du l'Est pour calmer la situation. Le mouvement a accepté d'annuler ou de suspendre la marche pacifique qui était prévue ce samedi. Et il faut aussi que le président de la République prenne ses responsabilités, c'est-à-dire ou bien répondre de manière favorable à la demande des populations, à la demande de l'opposition, c'est-à-dire de libérer tous les prisonniers politiques. La marche de ce samedi 13 mars est annulée. Au Médiane salue la démarche des religieux. Rufisque Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia Sambo, 12h17 dans nos studios. Parlons de la société Sel d'Afrique qui veut moderniser la saliculture au niveau de la région de Fatick avec des partenaires chinois. Les acteurs ont installé une industrie de transformation de sel, un site de collecte dans la commune de Loul Sessène. L'objectif est de 70 000 tonnes de sel pour la première année. Les précisions avec Gorsar. La société Sel d'Afrique vient de lancer un ambitieux projet avec des partenaires chinois pour la modernisation de la saliculture au niveau de la région de Fatick. Ils ont installé une industrie de transformation de sel dans la commune de Loul Sessène à mi-chemin entre Fatick et Foundiougne et un site de collecte aménagé à Singuessine dans la même commune pour les producteurs de cette zone. L'objectif de Sel d'Afrique est de 70 000 tonnes de sel pour la première année. Abbas Khan, son directeur général. Sel d'Afrique est chargé de faire le raffinage de sel qui sera collecté auprès des producteurs de la région de Fatick. Nous comptons aller entre 60 et 70 000 tonnes pour la première année. Nous avons des partenaires techniques chinois qui sont en train de procéder au montage de l'usine et vont assister à l'amélioration des méthodes de culture du sel au niveau des saliculteurs de la région de Fatick. Ce projet est venu à point nommé pour les producteurs de sel de la commune de Loul Sessène qui peinent à écouler leur production. Ils vont bénéficier d'une formation sur les nouvelles techniques de culture de sel de qualité pour relever leur niveau de vie. Sidia Diouf, maire de la commune de Loul Sessène. Les producteurs ils pouvaient stocker pendant 1, 2 ou 3 ans sans pour autant avoir un commerçant. Il y a quelques rares commerçants qui se présentaient fixaient eux-mêmes le prix, obligés de vendre mais à un prix très dérisoire. Et donc c'est d'Afrique. L'objet c'est pour appuyer les producteurs à s'organiser davantage mais aussi à les accompagner dans la production de sel de qualité. Et c'est pourquoi ce site a son importance parce qu'il va permettre de collecter le sel auprès des producteurs, de le traiter et de le ventourer
Toutes les zones de production de sel au niveau de la région de Fatick sont ciblées par la société Sel d'Afrique. Ngor Sarr, Fatick, FM. Kaolack, l'accès universel à l'électricité prend forme. 16 milliards de francs CFA investis pour l'éclairage de 297 localités. Les travaux sont en cours. Le directeur général de la Sénélec a évoqué la question avec les maires de Kaolack, Awa Thiaw. 16 milliards d'investissements pour l'électrification de 297 villages dont les travaux sont en cours. La Sénélec compte sortir plusieurs localités de Kaolack de l'obscurité les mois à venir. Déjà, 32 villages sont connectés au réseau et seront bientôt mis en service. Le directeur général de la Sénélec, Pape Mademba Biteye, a rencontré les élus locaux pour recueillir leurs préoccupations, pour corriger d'éventuelles erreurs. L'objectif était de leur présenter les projets et programmes de Sénélec en termes d'électrification au niveau de Kaolack. 297 localités pour un investissement global de 16 milliards. 32 localités qui vont être mises en service et un besoin de 22 milliards pour arriver à l'accès universel. Donc il était important pour nous, Sénélec, de venir échanger avec les élus locaux pour leur dire voilà ce que nous avons fait. Quelles ont été vos préoccupations, les erreurs pour qu'on arrive à les corriger ensemble. Parce que ces projets sont destinés aux populations et ils sont les représentants légitimes de ces populations. Donc c'était normal dans le cadre de cette démarche participative et inclusive de tenir cette rencontre. 22 autres milliards seront mobilisés pour l'accès universel à l'électricité d'ici 2025 avec des innovations de taille où les énergies renouvelables figureront en bonne place. Aujourd'hui, nous venons de sortir d'un plan stratégique qui s'est achevé en 2020. C'était le plan stratégique ISL. Nous venons d'en élaborer un nouveau qui s'appelle plan stratégique Dolli Sénégal. Dolli Sénégal, en d'autres termes, c'est d'ici 5 ans, nous voulons faire de Sénélec une entreprise de service public plus performante en termes de résultats et innovante. Aujourd'hui, nous sommes à 30% d'énergie renouvelable, presque leader dans la sous-région, et c'est cela que nous devons consolider pour que nous aurons plus de centrales au charbon, plus de centrales au fioul, parce que nous allons bientôt vers le gaz. Et maintenant, tous les futurs projets de Sénélec, ce sera soit des centrales au gaz ou des centrales d'énergie renouvelable, donc plus propres, plus de protection pour l'environnement. Les maires du département de Kaolack ont échangé largement avec le directeur général de la Sénélec et lui ont fait beaucoup de propositions aussi variées que diverses. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Les sports, Odile Minkilan, bonjour. Bonjour, Issignan. Championnat national de football, la 10e journée se poursuit ce samedi. Avec le choc au sommet de la première de la Ligue 1, Djambar de Sali, premier avec 18 points, reçoit son dauphin Génération Foot 17 points au compteur. La bataille des académiciens à 17h au stade Fodé Wade, à la même heure, stade de Mbour se déplace au stade Ibrahima Boy de Ndiarem pour faire face à AS Douane. Suite et fin de cette journée de dimanche avec les affiches NGB Seneps, Mbour Petite Côte Casasport et Ndiambour de Louga contre Dakar Sacré-Cœur. En début de cette 10e journée hier, Issignon, Teungueth FC a reçu et battu US Gorée 1-0. En Ligue 2, le leader, la Linguère de Saint-Louis, se rend à Fatick pour jouer contre Diamono à 17h au stade Massène Sène. Au même moment, à Thiès, Thiès FC accueille Amitié FC à Alassane Djigo de Pikine. Renaissance reçoit Demba Diop FC. Duc contre EJ Fatick au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Football en Europe, quel est le programme du jour? En Angleterre, la première ligue, donc on joue la 28e journée à 12h30. Leeds reçoit Chelsea d'Edouard Mendy. À 15h, Crystal Palace contre West Bromwich. 17h30, Everton Burnley. À 20h, Fulham donc reçoit le leader Manchester City. En France, la Ligue 1 joue sa 29e journée. Donc depuis 12h, Angers joue contre Saint-Étienne. À 16h, Marseille face à Brest. En série à la série A, la 27e journée, c'est en Italie. On poursuit donc la journée à 14h. Sassuolo joue contre Hellas Vérone. 17h, Benevento Fiorentina. À 19h45, Genoa face à Udinese. Au niveau de la Liga espagnole, la 27e journée se poursuit à 13h. Alaves contre Cadiz.
Cadix. À 15h15, Real Madrid face à Etche. 17h30, Osasuna Valladolid. À 20h, Getafe Atlético Madrid. Et puis nous parlons basketball, on joue la 8e journée du championnat national. On commence par les dames à 13h30. Diaraf joue contre UCAD. Ce matin, JA a perdu à domicile devant UGB 50-69. Chez les hommes, depuis 11h30, Mermoz Basket Club accueille Louga Basket Club au stadium Marius Ndiaye. À 15h30, Ville de Dakar reçoit AS Thiès. À 17h30, Sibac contre AS Douane. Saltigué sera à Saint-Louis. À 13h pour y défier UGB. À Thiès à 15h, US Rail joue Duc. Et puis par basket championnat national, Plateau contre Pikine du lourd à Iba Mar Diop ce samedi. Le match est prévu à 16h. Le champion du Sénégal en titre, Pikine Handi Basket Club, rend visite au vice-champion Dakar Plateau Handi Basket Club. Au même moment, au terrain foyer, Wakam joue contre Handi Star. Le championnat national de parabasket Isseignan est organisé par la Fédération paralympique handisport, dirigée donc par le député Santi Agne. Merci beaucoup Odile Minkilan. Sud Midi, l'invité. Docteur Papendarignan est notre invité, docteur vétérinaire, expert en stratégie et management. Il répond à Birama Ndiaye. Nous sommes avec le docteur Papendarignan, vétérinaire, expert international en stratégie et management. Oui, bonjour Monsieur Ndiaye, merci pour l'opportunité que vous m'offrez une fois de plus d'échanger sur la situation du pays. Alors docteur, comment analysez-vous la décision du président de la République de remonter le couvre-feu de minuit à 5 heures du matin et la fin de la situation de l'état d'urgence sanitaire? Alors, concernant cette question, je crois que pour une fois depuis le début de la pandémie, le président Macky Sall n'a pas convoqué la science. Il a pris le contre-pied du comité scientifique pour répondre à une demande sociale qui était de mettre un terme immédiat aux restrictions liées au couvre-feu. Je crois qu'il a pris cette décision quasiment seul au regard de la situation de chaos que traversait le pays ces derniers jours avec les manifestations que nous avons vécues. Je m'incline d'ailleurs pieusement devant la... Je crois qu'il a vu juste, et ce sont ces paramètres socioculturels que l'État n'avait pas intégrés initialement dans le processus de prise de décision. Nous avions alerté à un moment donné, mais mieux vaut tard que jamais. Par contre, décréter la fin de la situation de catastrophe sanitaire est prématuré, car les données épidémiologiques ne présagent pas d'une tendance baissière soutenue des contaminations ces prochains jours. Il faut même craindre une troisième vague dans les 15 prochains jours, comme conséquence éventuelle des manifestations tout azimut dans le pays. Au regard de ces risques, nous devrions continuer à respecter les mesures barrières et accélérer le processus de vaccination des populations avant que le chef de l'État ne décrète objectivement la fin de la situation de catastrophe sanitaire. L'activité économique doit reprendre et va reprendre. Je suis parfaitement en phase avec le professeur Bambakan, physiologiste, mais avec une vigilance maintenue. D'accord. Quel bilan feriez-vous de la campagne de vaccination actuelle? La campagne se déroule à un rythme convenable, en dépit des dérives notées par moment. Mais je mets tout ça dans la volonté des pouvoirs publics de bien sensibiliser les populations. Je suggère qu'on reste positif, que nous rectifions vite ces erreurs de casting. Car le programme de vaccination doit s'adresser aux cibles prioritaires. Il s'agit des personnes de plus de 65 ans, les personnes à comorbidité, le personnel médical, paramédical et de soutien. Mais j'insiste une fois de plus sur l'impérieuse nécessité d'y intégrer très rapidement les vétérinaires, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens au risque de développer le syndrome des comorbidités induites. Et par ailleurs, il faudra rester vigilant sur le vaccin AstraZeneca, qui crée des mortalités post-vaccinales causées par la formation de caillots sanguins, entraînant des embolies pulmonaires, AVC et crises cardiaques. Mais sur ce plan, je ne m'inquiète pas trop car je sais que nos autorités et le corps médical, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, seront intransigeants dans le choix des vaccins qui seront distribués au Sénégal. Enfin, pour finir avec le plan de vaccination, les prochaines cibles devront être les forces de défense et de sécurité du pays, les enseignants, puis les populations de 45 à 65 ans et enfin celles de moins de 45 ans.
Docteur Pape Ndarignan, quelle analyse faites-vous par rapport aux manifestations qui ont été notées ces derniers jours et la décision que le chef de l'État a eu à prendre? C'est regrettable, c'est très pénible. Nous avons vécu un chaos qui restera un traumatisme national au même titre que la pandémie à Covid-19. Notre pays citait en exemple partout. Un havre de paix, de liberté, d'indépendance, de solidarité mutuelle. Un pays de teranga basculé dans une violence extrême à tel point d'être la une de la presse mondiale, quelle honte. Nous sommes tous meurtris dans nos chairs et nos os. La jeunesse a des exigences légitimes que nos dirigeants ont l'obligation de satisfaire. Je reste persuadé que le 21e siècle est celui de la jeunesse africaine. J'ai eu l'opportunité de sillonner l'Afrique pour déployer des stratégies de développement et partout j'ai été séduit par le génie et l'audace des jeunes Africains. Il faut que nos dirigeants leur donnent l'opportunité d'exprimer leur talent pour l'émergence de l'Afrique. C'est tout ce que les jeunes demandent, servir leur continent pour demeurer dignes. L'erreur de nos dirigeants est de vouloir administrer des thérapies inachevées avec une bande de copains ou de businessmen. Non, cette approche ne va plus prospérer en Afrique. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité, avec les ossements de Lucie en Éthiopie, le berceau de la science avec les pyramides en Égypte, et être bon dernier au classement des nations. Et pourtant, au plan international, il y a partout des Africains dont l'expertise est reconnue. Pourquoi on continue de vivoter avec tout le potentiel qu'on a? Ce n'est pas acceptable. Je ne fais pas le procès de Macky Sall. Je crois qu'il reste animé par une volonté de bien faire et je reste persuadé que tous les Sénégalais prient pour qu'il réussisse son mandat. Car son échec impacterait, voire hypothéquerait des générations entières de Sénégalais, pour ne pas dire d'Africains. C'est une grosse responsabilité. Pour y parvenir, le président Macky Sall doit dénicher les compétences où qu'elles se trouvent et ainsi, en parfaite synergie, le Sénégal pourra réussir le pari de l'émergence. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si le président Macky Sall s'obstine à faire avec les mêmes depuis 9 ans, il échouera et ce serait une catastrophe pour le pays. Le président Macky Sall doit prendre, dans les 3 prochaines semaines, des mesures hardies pour une vraie rupture de la gouvernance de ce pays. Il y a des compétences sénégalaises prêtes à l'appuyer. Il faudrait qu'il accepte de se refaire un sang neuf autour de lui et d'être réceptif aux avis et critiques venant de ses compétences, dont la seule préoccupation est de réussir le décollage économique du Sénégal. Les intellectuels que nous sommes sont là pour l'aider et pas le contraire. Malheureusement, à leur station, très souvent nos chefs d'État nous voient de leur trône, alors qu'en réalité, c'est eux qui ont besoin de nous pour réussir. Personnellement, je vis très bien ma vie, une compétence reconnue internationalement par la grâce de Dieu, comme beaucoup d'Africains avec une culture de l'indépendance de ton. Nos présidents ont intérêt à s'entourer de ces catégories de personnes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. S'ils veulent récompenser la fidélité de leurs militants, qu'ils leur donnent des postes à la hauteur de leur capacité pour respecter l'équité. Mais il faudra arrêter de heurter la sensibilité des Sénégalais qui voient des injustices et qui le ruminent pendant des années. Enfin, à l'endroit de la presse, je pense qu'il y a également une grosse responsabilité dans l'éveil des consciences que vous devez jouer. La presse doit revoir les personnes à qui elle offre une tribune pour assainir le paysage médiatique. La presse doit donner à la jeunesse des modèles pour insuffler les ambitions qu'elle nourrit pour le Sénégal. J'espère juste que le président Macky Sall fera les ruptures très rapidement pour pouvoir partir par la grande porte. Je le souhaite vivement. Docteur Pape Ndarignan, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes vétérinaire, expert international en stratégie et management.